à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui. Euh, D'abord, je tiens à remercier l'équipe qui a organisé cette demi-journée sur un thème qui m'est cher, accueillir, qui est un thème important, je pense, dans les pratiques soignantes de tout à chacun, mais aussi un thème politiquement important, sans rentrer dans le militantisme. Donc merci à vous. Et d'abord, une remarque sur le choix donc, du thème de cette demi-journée qui est accueillir et pas accueil. Alors je sais, bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui était pensé derrière ça, mais moi ça m'a tout de suite fait penser à un livre de Georges Arthur Goldschmidt qui s'appelle Quand Freud voit la mer. Bon, c'est un peu spécifique, mais c'était l'idée pour l'auteur de montrer que la découverte de l'inconscient par Freud était liée à la spécificité de la langue allemande. Et donc dans son vous pouvez penser que c'est un peu à côté de la place que je vais raconter, mais je vais essayer de revenir au sujet. L'idée, c'était de dire que dans la traduction de tous les termes de la découverte freudienne, il y avait une tentative ou une tentation du français de tout substantiver. C'est-à-dire que l'allemand utilise beaucoup les verbes et le français aime bien mettre des noms un peu partout. D'où le risque d'une certaine chosification. Et c'est là où je vais en venir, c'est qu'il me semble qu'en effet, lorsqu'on dit accueillir, ça permet au moins de se poser cette question du risque d'une chosification de l'accueil. Donc à savoir que l'accueil, c'est mettre une pancarte quelque part et dire qu'on accueille. C'est de penser, c'est de développer tout un tas de termes autour de l'accueil, donc l'accueil à bas seuil, l'accueil inconditionnel, l'accueil, tout ce qu'on voudra. Et de penser que même qu'il y a des gens qui seraient spécialistes de l'accueil, qu'on appellerait des agents d'accueil ou quoi que ce soit. Non pas que les agents d'accueil ne puissent pas accueillir, et souvent c'est le cas, ils le font très bien, des personnes, mais dans cette logique un peu réifiante, voire fétichisante, le risque c'est de penser que l'accueil, ce n'est pas un processus, et que dans accueillir, au moins, il y a la question du processus qui apparaît. Et donc, pour commencer à citer les gens qui m'ont inspiré dans ce que je vais écrire, je me souviens que Jean Houry disait tout le temps que accueillir, c'est tout le temps. C'est avant l'hospitalisation, c'est pendant l'hospitalisation et c'est après. Et donc le travail qui notamment s'est fait dans des endroits comme la Borde ou la Chênaie ou bien d'autres endroits, qui était de dire, pour un peu sortir de cette fétichisation de l'accueil, c'est de dire qu'il y avait une fonction d'accueil. Une fonction d'accueil qui est circulante et qui finalement n'appartient pas forcément aux dits soignants, mais qui peut aussi être de l'ordre, enfin en tout cas tout à fait de l'ordre des compétences des soignés, ou bien des accompagnés, de pouvoir accueillir ceux qui se présentent dans l'institution. Bon, à la Borde, ça s'appelle les poissons pilotes, il y a plein d'endroits où ça s'appelle différemment, et au final, aujourd'hui, la paix et danse, c'est ça aussi. Donc voilà, cette première remarque sur la question de accueillir. J'ai écrit des trucs, j'essaie de les suivre, sinon je vais raconter n'importe quoi. Quand moi je pense à accueillir, je ne peux pas m'empêcher d'associer qui est-ce qu'on accueille. D'où une certaine critique de l'accueil inconditionnel, non pas dans ce que vous avez dit, hein, bien entendu, mais il me semble que ce n'est pas possible d'accueillir tout le monde. Et que quand on se décide à accueillir des gens, il faut savoir de qui on parle. D'où ce qui va suivre. Et donc, je ne me suis pas présenté parce qu'on l'avait fait, mais je travaille auprès de gens qui habitent encore la rue ou qui l'ont habité et qui décident, pour des raisons parfois inexpliquées, décident de revenir vers la communauté des liens à l'autre. Et donc, on les appelle des grands précaires, on les appelle des exclus, on les appelle des marginaux. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Si ce n'est que je fais un constat que je partage avec évidemment plein de collègues, c'est que ces gens qu'on rencontre là quotidiennement manifestent assez fréquemment un refus d'aide manifeste, enfin patent, alors qu'ils en auraient beaucoup besoin d'aide. C'est-à-dire que souvent on les retrouve dans des situations dramatiques et ils vous disent mais laissez-moi tranquille. Bon, ça s'explique par différentes raisons, mais c'est quand même un constat récurrent. Et pour continuer un peu sur cette approche là des personnes qu'on croise au quotidien, donc avec l'ensemble des collègues qui sont aussi ici, c'est de se dire que
c'est de se rendre compte que dans ce qui fait monde pour ces gens-là, ou dans ce qui constitue leur paysage, donc pour reprendre encore un terme d'un psychiatre allemand qui s'appelle Strauss, dans ce paysage ou dans ce qui fait monde pour eux, il semble qu'il n'y a pas ou qu'il y a une absence de personnes sur qui on peut compter. Il semble qu'il y a une absence ou une inexistence de quelqu'un qui pourrait leur porter secours. Et ça, c'est récurrent. Donc, toutes les personnes que je croise depuis déjà un certain nombre d'années, à chaque fois, finalement, on se rend compte que dans ce qui fait monde pour eux, eh bien, il n'y a pas cette personne qui pourra tout simplement les écouter, qu'il n'y a pas cette personne qui pourra tout simplement, sur qui ils pourraient compter pour laisser un sac, pour leur parler de ce qui s'est passé le matin, Et donc, pour un peu imager et vous donner des références sur ce que je dis, je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, de lire un livre qui est un traité pour moi de la grande précarité. C'est Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et en effet, pour moi, Robinson, quand il est encore seul sur son île et qui n'a plus l'espoir que quelqu'un vienne le chercher, qui n'a plus l'espoir de voir apparaître à l'horizon une voile, un bateau qu'il pourrait faire venir sur les rivages, et qui se retrouve ou bien dans sa grotte là à faire des choses un peu bizarres, ou bien dans la souille avec les cochons sauvages de l'île, eh bien on retrouve tous les syndromes de la grande précarité dans ces deux passages-là. Et qu'en fait, une des bases de ces paysages en ruine, très souvent, de ces gens qu'on croise, c'est justement ces disparitions de l'espoir. Espoir même dans le langage, mais ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, qui sont-ils? C'est ces gens qui ont perdu espoir. Et si on peut partir d'une hypothèse un peu globale, ce serait de dire qu'accueillir ne consiste pas à accueillir l'autre dans son propre paysage, si on peut dire ça comme ça, mais faire en sorte qu'il nous accueille dans son paysage à lui. Et c'est là que ça commence à être intéressant, puisque ça nécessite du coup de déconstruire un certain nombre d'idéologies et d'organiser l'institution dans laquelle on se trouve de manière à justement prendre en compte ce qu'est le paysage de l'autre. Donc le paysage de l'autre, c'est une expression d'Erwin Strauss, ça fait partie du courant de phénoménologie là, allemand d'une certaine époque, où il était question du Patik et compagnie. Si vous êtes intéressé par ça, vous pouvez lire un livre qui s'appelle Du sens des sens. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant dans ce qu'il parle, c'est qu'ils essayent de décrire et de prendre en compte une relation sensible, basale, de l'être parlant avec ce qui l'entoure. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que j'aimerais bien vous parler du milieu. Donc le milieu, ça peut être considéré comme un synonyme du paysage. Le milieu, c'est un terme de botanique ou de biologie qu'un monsieur qui s'appelle, alors j'écorche toujours son nom, donc Jacob von Uexküll. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, mais c'est comme ça que je vais le dire, sauf si on me dit le contraire et qu'on montre comment le dire. C'est un monsieur qui avait pensé justement à cette possibilité de distinguer ce qu'il lui appelle l'environnement du milieu. Donc l'environnement, on pourrait dire, c'est ce qui nous entoure. Et le milieu, c'est ce qui va intéresser particulièrement, donc il parle des êtres vivants en général, notamment il a un exemple sur la tique, mais peu importe. Et donc il dit que voilà, le milieu est l'environnement spécifiquement habité par l'être vivant. Et dans la rencontre avec des gens dont je parlais tout à l'heure, il va s'agir très rapidement de prendre en compte ce qui fait milieu pour eux. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on va voir par exemple dans la rue, sur son banc ou par terre sur un bout de carton, qui a entassé des sacs, qui boit 3 litres de vin par jour et qui se met tout à coup à hurler sur les gens qui passent ou sur des gens qu'on ne voit pas nous, il va falloir rapidement, quand on décide d'aller vers eux, de se poser la question de ce qui fait monde pour eux et ce qui fait milieu pour eux. À savoir que si on lui propose d'aller quelque part dans le souci ou dans l'espoir de l'accueillir et que ce qui fait monde pour lui ne peut pas être accueilli, là on le propose, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire que si on le propose d'aller dans un endroit où il ne va pas pouvoir boire, évidemment qu'il ne va pas venir. Non pas parce qu'il faudrait imaginer des endroits où on puisse boire tout le temps, mais tout simplement parce que peut-être que boire 3 litres de vin par jour, pour ce monsieur-là, c'est le minimum d'excitation qu'il a pour se sentir vivant, tout simplement.
et que si on lui coupe ça, eh ben, qu'il va se sentir mort et qu'il n'aura plus aucun espoir pour continuer à vivre, et que finalement, s'il continue à vivre malgré tout là où il se trouve, c'est peut-être parce que cette excitation le maintient vivant, et que malgré tout, dans tous ces comportements qui peuvent paraître aberrants, voire étranges, voire complètement fous, finalement, une certaine logique se déroule, et un fonctionnement propre devrait être distingué. Donc il y a tout un travail, je trouve, d'anthropologie presque clinique à mettre en place quand on se pose la question et qu'on se décide à accueillir des gens, voilà, qui ont vécu longtemps à la rue. Je pourrais parler d'autres personnes qui ont parlé du milieu. Il y a évidemment Fernand Deluny, qu'il ne faudrait pas hésiter à citer, qui a passé son temps à créer comme ça des espaces pour justement que tout un tas de personnes comme des enfants dits incasa puissent à nouveau trouver des repères dans des espaces plutôt que dans des institutions. Il y a aussi Catherine Perret qui a écrit un très beau bouquin sur cette question du milieu, et qui parle d'une clinique du milieu. Enfin voilà, la question du milieu est pour moi essentielle, puisqu'il va s'agir d'abord de repérer le milieu dans lequel se trouve la personne et de voir quel pont, quelle passerelle on peut faire entre ce milieu-là et ce que nous, on peut lui proposer. Et donc pour ça, il va falloir que je puisse vous parler de là où je travaille, donc qui est un archipel de lieux, donc un dispositif constitué de différents lieux, dont la rue en est un, qui a pour but d'accompagner des gens qui se trouvent essentiellement à la rue, mais pas que. Et puis, si j'en dire, c'est tout. C'est-à-dire que la question, c'est de les accompagner dans un mouvement, sans forcément savoir ou sans forcément avoir l'idée de les mettre entre quatre murs. C'est un constat qu'on s'était fait à plusieurs après quelques années de pratique à la rue. C'était de se dire qu'il y avait, dans le passage de la rue à l'hébergement, une déconstruction à opérer, à savoir que souvent, il y a ce qu'on appelle des équipes de maraude ou des équipes qui font du travail de rue, ce qui est à peine pareil, mais qui est aussi important. Et donc des gens qui rencontrent des gens à la rue, qui nouent des relations qui sont très importantes et qui doivent se séparer de ces personnes-là parce que justement les équipes qui s'occupent des hébergements ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a une sorte d'orientation, de passage de témoin qui se fait plus ou moins et qui se fait souvent mal, non pas parce que les gens ne sont pas compétents, mais parce que les fonctionnements de toutes les institutions ne sont pas du tout adaptés justement à la prise en compte des milieux dans lesquels se trouvent les gens. Et donc l'idée, c'était de proposer un dispositif qui justement déconstruise complètement cette cassure entre la rue et l'hébergement. Donc des équipes mobiles entre la rue, les hébergements, la rue, l'hôpital, un peu partout, et que le but du jeu, c'était de les accompagner dans les mouvements que font ces gens-là, puisque ces gens qui sont à la rue ne sont pas sans faire de mouvement, quand bien même ils restent des heures et des heures dans la même position. Voilà. Il y a malgré tout du mouvement. Et l'idée, c'est de les accompagner vers autre chose. Et cet accompagnement vers autre chose, c'est la constitution d'un lieu, pour le coup, des murs, qui soient à même de pouvoir les accueillir dans le sens de l'hospitalité dont vous parlez tout à l'heure. Donc c'est créer un lieu dont le fonctionnement et l'organisation ne mettent pas en péril l'ensemble des comportements, l'ensemble des habitudes qu'ils ont mis en route pour tout simplement tenir bon et survivre. Donc évidemment, la question de l'alcool j'en parlais tout à l'heure, est un problème majeur, enfin une question majeure, parce que si on interdit l'alcool, il y a peu de chances que ces gens viennent dans le lieu. C'est la question des addictions en général, mais c'est la question tout simplement aussi du délire, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui délire de trop, est-ce qu'on peut l'accueillir, est-ce qu'on peut le faire rentrer dans les lieux ? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça va gêner les autres? Donc c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. C'est la question des sacs que tramadent souvent ces gens-là. Est-ce qu'on les accueille, est-ce qu'on les accueille pas? Est-ce qu'ils peuvent venir avec des animaux, est-ce qu'ils peuvent pas venir avec des animaux? Et donc l'organisation et prendre soin d'un lieu qui soit à même d'accueillir les gens nécessite tout un travail. Alors là-dessus, je vais pas non plus y revenir, mais il y a quand même depuis les années 50 des lieux qui font que ça. Ça s'appelle la psychothérapie institutionnelle. Donc évidemment, j'ai cité Laborde, j'ai cité la Chenet, mais il y en a plein d'autres, où quand même des gens depuis de très nombreuses années se sont pensés sur ces questions de l'accueil et de la manière dont on pouvait accueillir les gens. Donc évidemment, ça nécessite des déconstructions importantes du point de vue des fonctionnements des institutions et des pratiques des gens. Il me semble que c'est nécessaire quand on s'engage dans ce genre de pari qui est d'accueillir ce genre de personnes.
Donc en effet, une des pistes à ça, c'est de travailler la différence entre rôle, fonction et statut. Donc, par exemple, est-ce qu'un psychologue peut accueillir quelqu'un alors qu'il y a un agent d'accueil qui le fait? Est-ce qu'un agent d'accueil peut écouter ce que la personne qui vient le matin même lui raconte de sa nuit qui a été épouvantable alors qu'il n'est pas psychologue et que ce serait le boulot de psychologue? C'est ce genre de questions qui sont tout bêtes, hein, mais qui au final rendent l'accueil impossible parce qu'il y a des territoires qui se forment, il y a des compétences qui sont incarnées et que du coup le directeur se prend pour le directeur et que le psychologue il se prend pour le psychologue, et ça, il n'y a rien de plus fou en soi. Donc, accueillir dans un lieu nécessite une certaine asepsie du lieu, un travail qui était dit alors d'analyse institutionnelle. Je ne sais pas si c'est encore très à la mode cette histoire. En tout cas, il y a toute une littérature sur ce sujet-là. Je vous encourage à lire parce que c'est quand même passionnant. Donc, j'ai cité Jean Horry, évidemment Tosquelles à Saint-Alban, et qui nous donne vraiment des pistes sur les possibilités et les manières d'accueillir les gens. J'en suis où au niveau du temps? J'étais... voilà. Je m'arrête là, non? Si vous voulez, l'enjeu du travail d'accueillir, à partir du moment où on prend en compte la question du milieu et de celui qui s'y trouve, c'est de devenir à un moment dépositaire de ce qui se passe dans ce milieu-là. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, et là, qui qu'on soit et quel que soit notre statut, à savoir quel que soit notre diplôme, il s'agit de devenir le thérapone de la personne. Le thérapone, c'est un terme grec, c'est pas moi qui en parle, c'est Françoise Davoine. C'est le second combat. C'est celui qui est à côté d'eux, c'est celui qui va suivre. Et à ce titre-là, je pense que si on a un peu dégourdi et si on a une sensibilité à l'accueil, on n'a pas besoin de formation universitaire pour devenir ce thérapeute. Il faut, et là je reprendrai les deux qualités importantes dont parlait Horry pour faire le travail en psychiatrie, mais je pense que c'est pour faire le travail de soins en général et donc accueillir. Il faut une suffisante disponibilité et une grande vigilance. Et donc, l'un des enjeux du travail auprès de ces gens-là, d'abord, avant de parler de traumatisme, avant de parler peut-être même de psychose, quand bien c'est important de savoir ce que ça veut dire, il s'agit de devenir le thérapeute de ces gens-là pour justement, petit à petit, devenir cette personne sur qui ils vont pouvoir compter, devenir cette personne dont ils vont pouvoir penser que peut-être on va pouvoir les secourir, cette personne qui est à côté, que peut-être Freud appelait le Nebenmensch, mais il s'agit de devenir ce dépositaire d'une histoire, de comportement, d'idées, de perceptions, pour que ce milieu dans lequel il se trouvait, dans lequel il tenait bon, ne devienne pas finalement la fin de tout. Voilà. Merci à vous.